Alors bonjour à tous. N'hésitez pas à venir nous voir, vous rapprocher, hein. On commence un nouveau workshop. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le workshop sur le rôle des professionnels des risques psychosociaux à l'ère de l'IA. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'IA, il y a aussi l'humain. Donc à l'heure de l'IA, ça redessine un peu tout le monde du travail. Et donc les professionnels des risques psychosociaux jouent un rôle clé pour préserver à la fois l'innovation technologique et puis le capital humain. Donc plusieurs défis et opportunités émergent pour améliorer le bien-être au travail. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Aurélia Bellagamba, je suis coprésidente de la commission santé de la CPME 13 avec Stéphanie, mais j'ai aussi une entreprise et donc je suis préparateur mental, skipper et ancienne sportive de haut niveau. Donc aujourd'hui, je n'accompagne plus le monde du sport, mais j'accompagne le monde de l'entreprise. Donc à travers tous ces défis, comme par exemple transformer les situations de crise en opportunités, fédérer solidement les équipes, ou encore instaurer une confiance et l'efficacité durable entre la gouvernance et les collaborateurs. Donc ma méthode, la préparation mentale, le coaching sportif, donc, et surtout des expériences immersives outdoor, donc à travers mon métier de base, donc la voile, ou par exemple le VTT électrique, ou encore la randonnée pédestre. Pourquoi ? Parce que ça permet de prendre du recul, de lâcher prise et d'accepter de faire autrement, de voir les choses sous différents angles. Donc moi, ma méthode, c'est vraiment l'apprentissage par l'action, concrète et efficace, en vue d'une performance. Je vais laisser Stéphanie se présenter. Donc bonjour à tous, moi je suis Stéphanie Gantous, je suis donc coprésidente de la commission santé de la CPME 13. Je suis psychologue du travail, donc j'ai mon entreprise et un organisme de formation. Alors moi j'ai une approche globale de l'individu. J'adapte ma façon de l'accompagner en fonction de ses besoins, de ses attentes, au travers de plusieurs disciplines, donc la psychologie bien évidemment, le coaching, la PNL et la formation. Donc j'interviens aussi bien sur des problématiques professionnelles en entreprise, besoin de développer un talent, savoir recruter, prendre la parole en public, faire de la formation, que sur des problématiques personnelles, donc la confiance en soi, la gestion du stress, le sommeil, les addictions, une problématique avec l'image. Bien évidemment, je travaille avec bienveillance, énergie positive. J'apporte de la motivation et des techniques pragmatiques, efficaces aux équipes et aux individus qui ont décidé de changer, d'avancer dans leurs difficultés et de pouvoir se questionner pour avancer. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique. Donc je vais commencer par vous définir. Je manie, voilà, très bien. Donc je vais vous donner quelques définitions rapides. Tout d'abord pour l'IA. Pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. J'ai rien inventé, c'est les définitions. Je vais vous parler donc rapidement là maintenant du risque psychosocial. On le définira plus tard toutes les deux avec Aurélia. Donc les risques psychosociaux, c'est l'ensemble des facteurs susceptibles de nuire à la santé mentale et physique de chaque individu. Ils incluent le stress, le harcèlement. Non, c'est pas grave. Ils incluent le stress, le harcèlement, la charge de travail excessive et le manque de reconnaissance. Je vais laisser Aurélia vous donner quelques chiffres avant de passer à la suite. On a trouvé quelques chiffres. Bon, il y a 53% quand même des employés français qui se sentent désengagés et 67% qui vont au travail mécaniquement, voire à reculons. Ça fait beaucoup quand même. Un Français sur deux ne se considère pas en bonne santé, voilà, alors que ce soit la santé mentale ou physique. 88% quand même des employés estiment que la qualité de vie au travail est prioritaire. Et enfin, en 2024, après 4 ans de santé dégradée, la santé et la sécurité au travail deviennent naturellement le facteur prioritaire des Français avec les relations humaines. Donc il y a l'IA, mais il y a les relations humaines. Voilà.
Donc voilà, on termine juste par ces chiffres. C'est comme les RPS représentent en Europe 20 milliards d'euros par an en termes d'absentéisme, de soins de santé et de perte de productivité. Et d'après une étude américaine, voilà, le stress représente environ 3 milliards de dollars par an en termes d'absentéisme, de productivité, de frais médicaux. Donc on va enchaîner tout de suite sur les opportunités que nous offre l'IA. Donc l'IA, quand même, nous offre des avantages, comme par exemple l'amélioration de la qualité de vie au travail. Alors comment ? Parce qu'elle peut automatiser des tâches qui, pour nous, sont moins intéressantes, et on peut se concentrer, du coup, sur des tâches plus valorisantes. Ensuite, elles nous permettent aussi de gérer notre stress. Alors ça va être plutôt des applications digitales, comme on connaît, des applications intelligentes, comme les Weebots, comme le MindScience. Ce sont des applications intelligentes qui nous permettent justement de relever notre taux de stress, par exemple. Alors moi, je vous donne un exemple. J'ai ma montre Garmin que j'utilise sur mes activités tout le temps et qui va me dire, par exemple, là, il faut que tu récupères, tu n'as pas assez dormi cette nuit. Qui va me dire, là, tu as eu un sommeil profond tant de temps. Qui va me dire, par exemple, là, tu n'as pas brûlé assez de calories, par exemple. Voilà, donc qui va réguler, qui va m'informer sur tout ce que je fais. Donc moi, je suis la première à utiliser l'IA. Voilà. Par contre, ce qu'elle ne prend pas en compte, c'est par exemple la dernière fois, je suis allée courir. Voilà. Alors elle relève que je suis stressée, que je n'ai pas bien dormi, mais elle ne sait pas pourquoi. Et moi, j'ai eu un problème dans la famille, donc j'avais besoin de quoi ? Pas qu'on me dise, il faut que tu bouges parce que tu n'as pas assez bougé, tu n'as pas fait assez de pas. J'avais besoin qu'il y ait quelqu'un ou qui vienne me réconforter ou qui me parle. Voilà. Donc c'est là où on met un point, nous, avec Stéphanie, sur le rôle de l'humain et de l'IA. On utilise l'IA, mais on a besoin de l'humain. Je te laisse parler des impacts, Stéphanie. Alors, après les opportunités, bien évidemment, il y a des impacts de l'IA sur les risques psychosociaux. Tout d'abord, un premier impact qu'on peut relever, c'est le changement dans l'organisation du travail. Par l'automatisation de certaines tâches, ça peut entraîner des craintes et des pertes d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, 43% des travailleurs estiment que ça peut nuire à leur sécurité de l'emploi et ça peut augmenter leur stress. La réorganisation des équipes et des rôles peuvent générer aussi de l'incertitude et du stress. Deuxième impact, il y a des nouveaux types de stress qui apparaissent. Donc, une pression accrue pour s'adapter aux nouvelles technologies, le fait qu'ils sont obligés toujours d'être en supervision constante par rapport à l'adaptation de systèmes complexes, de devoir toujours se mettre à jour, d'être efficace par rapport aux nouvelles technologies, ça leur génère du stress et du coup, ils estiment que c'est intrusif et mal intégré. On peut aussi voir en type de stress des risques liés à la surveillance accrue des performances des outils d'IA. Donc les salariés peuvent avoir l'impression que puisqu'il y a l'IA, ils sont surveillés, ils sont pistés, ils n'ont pas la déconnexion qu'on peut avoir quand on quitte le travail. Du coup, c'est une source de stress supplémentaire. Et le troisième impact, c'est l'isolement social. J'ai envie de dire que moi, c'est celui que j'observe le plus aujourd'hui dans mes interventions. L'usage intensif de l'IA peut vraiment réduire les interactions humaines, augmenter le sentiment d'isolement chez certaines personnes. Du coup, c'est vrai que quand j'interviens en entreprise, je me rends vraiment compte que les personnes se sentent un peu seuls, un peu isolés. D'ailleurs, d'après une étude de Gartner, il y a 28% des travailleurs qui ressentent ce manque d'interaction et du coup, il n'y a aucun feedback qui se passe entre eux. Voilà, ça c'est vraiment un impact très très important que nous, on peut observer aujourd'hui. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus. C'est ça. Nos expertises. Rôle. Donc le rôle des professionnels des RPS, justement, pour aborder les problématiques récurrentes en entreprise. Alors avec Stéphanie, nous on en a retenu 3 principales qu'on relève en général auprès de nos clients dans les entreprises. Donc on va commencer par la gestion du stress, alors que ce soit pour le manager ou pour le collaborateur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un de mes outils
Et puis Stéphanie vous donnera un des siens ensuite. Donc moi, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de la routine. Je viens du sport de haut niveau. Même en tant que skipper, j'ai toujours utilisé des routines. C'est comme des petits rituels qu'on met en place avant un enjeu, avant un moment où on sait que ça va être critique, on va stresser, qu'on va pas être bien. Donc je vais vous donner un exemple, par exemple, que j'ai eu avec un client. Donc c'est un jeune manager qui devait prendre la parole chaque lundi devant un codir. Et puis à chaque fois qu'il stressait avant la réunion, qu'il se retrouvait en codir. Et une fois qu'il était devant justement les membres du codir, il perdait tous ses moyens. Et donc là, je lui dis, bon bah ok, de quoi tu as besoin ? De quoi tu as besoin ? Et donc là, il m'a dit, j'ai besoin de ne plus stresser et j'ai besoin d'avoir confiance en moi. Je lui dis, ok, on va créer une routine, on va créer quelque chose qui va faire que tu vas mettre tes émotions de côté, tu vas les gérer, mais surtout, tu vas être concentré sur ce que tu as à faire. Alors, comment on construit une routine ? Très important. Donc, on choisit son timing. Le timing de la routine, à quel moment on a besoin de la mettre en place. Alors, en général, c'est 10, 20 minutes, 30 minutes avant l'enjeu. Donc là, pour mon client, c'était 10 minutes. Il avait besoin, avant la réunion, de se préparer. Ensuite, on a besoin de choisir l'acte qui va créer notre routine. Donc ça peut être un geste, une voix, une pensée. Par exemple, se dire bon allez, j'y vais. Ou taper sur les cuisses, par exemple. Ça va être ma routine. Ensuite, l'acte déclencheur. Là, en l'occurrence, pour mon client, lui, il avait besoin de s'isoler avant d'aller en réunion. Donc il se mettait sur le côté, il s'isolait un petit peu du monde. Il prenait 3 respirations. Et puis, il avait besoin de visualiser ce qui allait se passer. Donc, moi, je lui ai dit, visualise-le. Donc, il se mettait sur le côté. Alors, il y en a qui peuvent fermer les yeux, il y en a qui ouvrent les yeux. Et puis, il imaginait devant lui la salle de réunion avec le codir. Et il se répétait à voix basse ce qu'il avait à dire. Et le fait de faire ça, vous éduquez votre cerveau, en fait, à vivre ce qui va se passer, mais un petit peu avant. Et c'est comme si lui, il l'avait vécu. Il ne fait pas la différence si c'est une situation réelle ou imaginée. Et ensuite, donc, pour cette routine, une fois que vous avez trouvé votre geste, vous avez besoin d'un marqueur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez déclencher votre routine ? Donc là, par exemple, vous pouvez mettre une alarme sur le téléphone, 10 minutes avant la réunion. Par exemple, mon client, c'est ce qu'il faisait. Vous pouvez vous dire quelque chose. Vous pouvez, pareil, faire un geste qui vous convient. Vous levez d'un coup et vous dire, bon, allez, je dois y aller. Et enfin, il faut verrouiller cette routine. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'occasions de se dire, bon, j'irai le faire plus tard, là, j'ai pas envie. Ah bah tiens, lui, il m'a invité à manger, je le ferai plus tard. Et puis en fait, vous en avez besoin. Alors comment on peut faire pour justement verrouiller cette routine ? C'est de se dire, à chaque fois, par exemple, si votre marqueur, c'est la sonnerie de téléphone, vous allez vous dire, dès que j'entends cette sonnerie, je fais plus rien. Je ne bouge pas, je ne fais rien d'autre que faire ma routine. Et on se le répète plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'accord ? C'est vraiment la condition pour verrouiller sa routine. Donc la routine, comment ça se passe ? On la met en place 1 fois, 2 fois, on la réajuste au fil du temps. Des fois, on peut se dire, au départ, c'est vrai que j'avais besoin de m'isoler, de prendre une respiration, de visualiser. Au final, non, en fait, j'ai besoin de me mettre pendant 5 minutes de la musique dans les oreilles. On réajuste la routine, on la teste, d'accord ? Et une fois qu'elle est bonne, ça veut dire qu'automatiquement, si par exemple votre marqueur c'est « je mets la sonnerie du téléphone », vous allez faire l'action, vous allez vous isoler, vous allez faire ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin, pour vous préparer. Et là, il n'y aura plus de stress. Et je vous garantis que ça, après, c'est à vie, c'est tout le temps. Alors, on éduque son cerveau. Je te laisse la parole. Alors moi, bien évidemment, ce qu'Aurélia vient de vous parler, je le mets en application un peu plus tard, mais j'interviens sur le stress plus en amont. C'est-à-dire que moi, je vais travailler à partir d'un outil qu'on a en psychologie, qui est l'entretien d'explicitation. Donc l'idée pour moi, c'est de prendre la parole, dans un premier lieu, d'expliciter le plus factuellement possible les difficultés de la personne, ce qu'elle a vécu au travers du contexte, de ses situations de travail. L'idée pour moi, c'est qu'elle vide son sac, qu'elle mette sur la table, qu'elle mette en lumière ce qui lui fait problème à un moment donné où elle va perdre ses repères. Je vais l'aider à identifier ses ressources, ses valeurs, ses besoins, à la fois dans la sphère du travail, mais dans la sphère professionnelle également.
Donc, si vous voulez, le travail, moi, je vais le faire en amont pour qu'il puisse, lui, identifier, augmenter ses ressources, qu'il puisse réduire les exigences de la situation. Donc, souvent, quand ils sont en stress, ben, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc, je vais travailler avec eux sur la prise de distance, sur des relectures d'événements, de situations. Je vais les projeter sur un autre angle. En fait, quelque part, je vais être leur miroir, si vous voulez. Je prends la parole, j'absorbe, j'explicite, je renvoie. Et l'idée pour moi, c'est vraiment qu'ils puissent arriver à se dire, bon, voilà, je survole, j'ai vécu, oui c'est ça, oui je ressens ça. Et bien évidemment, par la suite, on met en place des techniques d'ancrage. Moi, j'appelle ça de l'ancrage. Donc, je vais ancrer une situation chez les personnes. Je vais peut-être travailler sur un exercice de relaxation, faire une petite séance de PNL, une petite séance d'hypnose. Voilà, l'idée, c'est vraiment, comme vous disait Aurélia, ancrer le problème et se projeter sur comment on va solutionner. Arriver à gérer ses émotions, parce que souvent, quand ils sont dans ces situations, bah, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Pourquoi ? Bah, parce que d'abord, ils n'ont même pas compris quelle émotion ils ressentent ou quelle émotion ils vivent. Voilà, donc moi, je fais vraiment le travail en amont d'explicitation et de poser la parole avant de passer à l'action, en fait. Donc, le deuxième point. Donc, on passe au deuxième point. Donc, nous, on avait retenu le réengagement des équipes. Comment remotiver les équipes en générant de la confiance, de la communication et à travers le développement des soft skills. Alors pareil, pour moi, je vous donne un exemple. L'idée, c'est de développer l'empathie, l'écoute active, le management inclusif. Alors je le fais d'une certaine manière. J'utilise l'activité outdoor, donc comme l'activité voile, l'activité VTT électrique ou la randonnée pédestre. Alors là, je vous donne un exemple. Par exemple, je sors les équipes de l'entreprise, je les sors hors cadre. On part du MUSEM en voilier de course. Et puis là, je leur propose de construire leur plan de navigation. Alors à bord, ils vont construire ensemble leur plan de navigation, c'est-à-dire comment on s'organise à bord, quelle stratégie on va utiliser pour atteindre l'objectif ensemble. Alors nous, ici, l'objectif, c'est le frioul. On arrive au frioul pour déjeuner, d'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de profiter d'être hors cadre, dans un environnement naturel pour prendre du recul et s'organiser ensemble. Donc une fois qu'ils sont organisés, je vais les mettre dans une situation où ils vont être en tension, où ils vont être en compétition avec d'autres, pour s'affronter et surtout s'organiser de manière collective pour être performants. Donc c'est à eux aussi de voir comment ils s'organisent, comment ils comptent sur leurs ressources, d'accord, qu'ils ont à bord. Est-ce qu'ils mettent en avant le potentiel de chacun ? Est-ce que pour eux, ils ont besoin de communiquer pour mieux s'organiser ? Et ensuite, on arrive au frioul et c'est là qu'on débriefe. Et quand je débriefe, à chaque fois, je vais faire le parallèle entre ce qu'ils ont vécu en expérience immersive et ce qu'on peut faire dans l'entreprise concrètement pour résoudre ces problèmes et réengager les équipes. Et c'est à ce moment-là, en général, que je les questionne et que je leur dis, bon voilà, quelles compétences acquises vous avez découvert, vous avez eues pendant cette expérience ? Est-ce que, par exemple, ce sont les soft skills, l'écoute active, l'empathie, la concertation, le feedback ? Est-ce que, en termes de sources de motivation, l'équipage, il a eu besoin de quoi ? De se faire plaisir. Il a eu besoin de se sentir compétent. Il a eu besoin de se sentir appartenir à un groupe. Ou tout simplement trouver du sens à l'activité. C'est ça qui fait la source de la motivation d'un groupe. Et enfin, on va trouver quels étaient les moyens qui ont permis de se dépasser, de performer ensemble. Est-ce que c'est la communication ? Est-ce que c'est la confiance ? Est-ce que c'est l'organisation, le fait de s'organiser clairement ? Est-ce que c'est l'inclusion des potentiels de chacun ? Voilà, c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser pour pouvoir se remotiver et réengager ses équipes. C'est chercher la source de motivation de l'équipe. Je te laisse la parole.
Alors moi, je vais vous donner un exemple concret, hein. Pareil qu'Aurélia. Donc moi, je travaille beaucoup au travers de groupes d'analyse, de jeux de rôle et bien évidemment d'entretien. J'ai été contactée il y a 3 semaines par une entreprise. La directrice m'a appelée pour me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un gros problème. J'ai une pétition contre moi. Les équipes portent plainte au travers du CSE. Bon, voilà, je vous passe les détails. Du coup, je suis venue pour travailler la cohésion. L'idée, c'était de rétablir la communication. Donc, ce que je fais, moi, d'abord, c'est que je me pose avec le CODIR, je prends, j'écoute, j'analyse, je me pose avec les équipes, en groupe de parole d'abord et ensuite en entretien individuel avec chacun. Et bien évidemment, je les aide à expliciter leurs problématiques. Ce que je fais souvent, c'est que je fais des jeux de rôle pour les mettre les uns à la place des autres. Bon, ben toi, tu es salarié, ok, très bien. Mais tu te plains, ta directrice, manque de personnel, manque de temps, on t'écoute pas, problème de communication, ok. Est-ce que tu t'es mis à la place de la direction? Est-ce que tu sais pourquoi la direction agit comme ça? Donc en fait, l'idée vraiment pour moi, c'est de les faire prendre conscience que peut-être, isolés chacun dans leur coin, et ben ensemble, ils pourraient régler le problème. Je vous donne la finalité, hein, je ne vais pas vous expliquer, ça a duré quand même 3 mois. Il y avait un gros problème de communication, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble, c'était juste ça le souci. Mais du coup, je suis intervenue 3-4 fois avec les équipes. 1 mois après, je suis revenue, on a fait un bilan et finalement, la directrice n'arrivait pas à les entendre, eux n'arrivaient pas à l'entendre. Elle a réussi à écouter, enfin si vous voulez, il y a une cohésion qui s'est mêlée au travers de ce travail qu'on a fait. Et là, les choses se sont apaisées. Et en fait, pour l'instant, ça suit son cours. Donc des fois, il n'y a pas grand-chose, mais il suffit de mettre en application ben voilà, des groupes de parole, des jeux de rôle, des entretiens. Pardon, et surtout vraiment moi je travaille beaucoup sur les émotions. Voilà, je vais beaucoup les faire sortir ce qu'ils ont et des colères, des peurs, de la tristesse. Voilà, il y a des choses qui sont sorties comme ça et finalement ça s'est résolu. Donc voilà pour un exemple concret sur générer la confiance et la communication en entreprise. Ok, merci. Et ensuite, on finit. Donc, un dernier exemple, ça va être la gestion de crise, la gestion du changement par le développement de la résilience et de l'intelligence émotionnelle. Alors ça, tout le monde a vécu un temps de crise, quel qu'il soit. Donc moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, comment je fais, moi, quand je suis sur mon bateau en pleine tempête. Parce que je pense que la tempête, on peut la comparer à une situation de crise en entreprise, sauf qu'il n'y a peut-être pas la notion à ce point de survie que moi j'ai vécu, où au milieu de l'eau face à la tempête, hein, je peux avoir le bateau qui se retourne ou mourir, qu'en entreprise, des fois, on peut prendre du recul pour se dire, bon, finalement, je vais peut-être pas mourir demain, quoi. Voilà. Ça, c'est juste la petite notion, la petite différence. Je vous fais l'analogie sport-entreprise pour que ce soit plus concret pour vous. Voilà, moi, par exemple, ça m'est arrivé d'être en pleine tempête. D'ailleurs, dans la baie de Marseille, là, en 2008, il y avait une tornade. Je me la suis prise. Voilà. Elle est passée juste à côté de mon bateau, mais je me suis préparée à me la prendre. Je ne me la suis pas prise, j'ai eu du pot. Comment j'ai fait? Parce que pareil, vous avez vu, j'ai un petit gabarit. C'est comme Violette sur le Vendée Globe. Bon, moi, je ne fais pas le tour du monde, mais j'ai fait des transats aussi. Voilà, pas sur le même bateau. Qu'est-ce que je fais? En fait, déjà, je suis préparée. C'est pas, je m'aventure, je prends pas la mer en me disant, bon, bah là, il y a une tempête, on verra. Non, je me suis déjà préparée. Donc c'est pour ça que je suis experte en préparation mentale, parce que l'idée, c'est de, même s'il y a un risque, il y a une difficulté, on sait quoi faire. Et l'idée, en fait, c'est d'être focus, d'être hyper concentré sur ce qu'on a à faire et sur l'objectif. Donc moi, l'objectif, c'était de passer la tempête, d'affaler mes voiles, donc de baisser mes voiles, et de mettre le bateau en position de sécurité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis rappelé à voix haute tout ce que j'avais à faire. En cas d'avarie, en cas si j'avais mon mât qui cassait, si par exemple j'avais le bateau qui se retournait, qu'est-ce que j'ai à faire? Et je me répétais à voix haute toute la checklist, d'accord, des actions de sécurité à faire. Ensuite, ce que je faisais aussi, c'est que je me mettais devant mon tableau de bord, puis je regardais, puis je faisais les gestes, les mimes, pour me répéter ce que j'ai à faire en manœuvre. Ah oui, c'est vrai, là, il y a ça ici. Là, je dois faire ça. Là, je dois déplacer. Qu'est-ce que je faisais aussi? J'anticipe ce qui va arriver. Je mets ma combinaison de survie.
On ne sait jamais. Je sais qu'il y a un très gros risque. Ben, je mets tous les moyens de mon côté, j'enfile ma combinaison de survie. Et pendant que je fais ça, cette checklist, que je visualise, que je me concentre sur ce que j'ai à faire, eh ben, il n'y a pas la place pour la peur ou le stress. Voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, quand vous êtes hyper focus sur quelque chose, très concentré, que vous vous répétez les choses à faire, que vous faites des gestes, que vous mimez, que vous pouvez aussi fermer les yeux, vous le répétez dans la tête, ça aide à chasser la peur ou le stress. Ça, c'est les grosses émotions qu'on a en crise. Et donc, c'est comme ça que je fais le parallèle en fait avec mes clients de ce qu'ils visent en entreprise. Le problème, c'est de savoir gérer ses émotions, c'est de faire des choix et prendre des décisions avec objectivité et efficacité, c'est de prioriser et aller à l'essentiel, malgré qu'il y a un moment qui est compliqué, et de revenir aussi aux valeurs fondamentales, à l'ADN de l'entreprise. Parce que parfois, on est en pleine crise, on oublie un peu pourquoi on est là et pourquoi j'ai créé ma boîte. Ah oui, c'est vrai, c'est quand même l'inclusion, quoi. Donc, si je suis en crise, il faut peut-être que je revoie un peu où ça en est en termes d'inclusion. Et ensuite, l'idée, ce que je leur dis, nous, en voile, ou dans le sport en général, on fait des simulations, on s'entraîne. Pourquoi pas en entreprise ? Pourquoi en entreprise, on ne simule pas une crise économique ? Pourquoi en entreprise, par exemple, nous, c'est ce qu'on fait, mais pourquoi en entreprise, on ne prévoit peut-être pas plus de mentoring pour les monter en compétences ? Pourquoi on n'organiserait pas, par exemple, plus d'agora pour qu'il y ait des échanges, d'accord, de la concertation entre tous les acteurs de l'entreprise ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et en fait, moi, l'idée, c'est que j'utilise ces activités pour faire prendre du recul aux dirigeants et leur dire, OK, tu vois ce que tu as vécu là, c'est pareil dans l'entreprise. On a les mêmes valeurs, les mêmes problématiques, donc vas-y. Je te laisse la parole, j'ai fini. Donc pour finir, moi, pour travailler sur la gestion de crise, gestion du changement, je vais beaucoup intervenir sur l'intelligence émotionnelle, sur la gestion des émotions. Moi, je vais aider les personnes, je vais les inciter à verbaliser leur expérience vécue, vous l'auriez compris, à informer sur le stress, sur le traumatisme, sur les symptômes transitoires présents ou à venir. Alors, un exemple, pareil, dernièrement, je suis intervenue dans une entreprise où c'est une maison de retraite, un résident s'est défenestré, voilà, donc ça a été traumatisant, dramatique, je vous laisse imaginer. Mais du coup, les équipes étaient en état de choc. Il a fallu intervenir très vite dans cette situation de crise. Donc, j'ai reçu les personnes en individuel. On a travaillé sur le groupe pour dédramatiser la situation, pour évaluer le taux de crise, le taux du traumatisme. Donc, il a fallu passer du temps avec ces personnes. L'idée vraiment, c'est qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont ressenti, de ce à quoi ça les a renvoyés. Il y en a qui étaient ancrés dans ce choc et certains, c'est passé très vite et d'autres, on est encore en suivi aujourd'hui parce que le traumatisme, il est là, il ne peut pas partir. C'est comme une phase de deuil. Dans le deuil, il y a plusieurs phases. Et dans un traumatisme, il y a plusieurs phases. Donc, pour gérer une crise, je vais vraiment travailler sur toutes ces phases-là, qui sont d'abord le déni, qui sont ensuite la peine, la tristesse, la peur, la culpabilité. C'est vraiment la colère. C'est toutes ces étapes-là qu'on arrive à évoquer en entreprise, même si on pense que c'est... On ne pourrait même pas penser qu'on parle de ça en entreprise, mais si, en fait, quand on est sur une gestion de crise ou sur une gestion des émotions ou sur un traumatisme, on évoque toutes ces situations-là avant de passer à des solutions concrètes, encore une fois, au travers d'outils, de tests qu'on peut avoir. Donc, bien évidemment, vous avez compris qu'Aurélia et moi, on est complètement complémentaires, parce qu'il y a le travail en amont, la réception, l'ancrage, et ensuite le déblocage et ensuite la mise en action, quoi. Complètement. Et la notion de performance pour ma part. Je te laisse... Alors pour terminer, on conclut. Donc c'est vrai qu'il y a, on représente à la fois un défi et des opportunités pour la gestion des risques psychosociaux. Et il est essentiel que les entreprises adoptent une approche proactive pour intégrer l'IA tout en préservant le bien-être de tous ses membres. Donc l'IA est un véritable soutien, un appui pour les professionnels comme nous, notamment dans la phase de diagnostic et de suivi. Donc c'est vrai que moi, comme je disais, quand j'encadre des équipes,
j'ai besoin de beaucoup de feedback. Et comment je le fais? J'utilise l'IA, j'utilise des applications qui me permettent de faire des analyses comportementales quasiment en temps réel. Donc pourquoi? Parce que suivant les effectifs, pas pareil, si j'ai 15 personnes, je peux faire un feedback comme ça rapide. Si j'en ai 50, ça va être compliqué. Donc j'utilise des applications IA en phase de diagnostic ou de suivi pour relever de la data. Ça permet aussi d'appuyer notre accompagnement de manière rationnelle, scientifique, et puis aussi c'est d'être beaucoup plus précis sur une tendance et surtout sur l'impact du coaching ou de l'accompagnement sur le groupe. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, n'est-ce pas Stéphanie? Ouais, mais le coaching, c'est bon. Non, là, on vient le rationaliser, on vient apporter des preuves avec la data. Ouais, donc, pour finir, l'IA et la digitalisation, vous l'aurez compris, permettent vraiment de mettre en valeur l'impact positif de l'accompagnement délivré par l'humain. Et tout ça pour vous dire que l'humain reste irremplaçable. On est doté d'intelligence, d'émotion, d'empathie, de sensibilité. On incarne l'essence même de ce qui va nous distinguer à la fois des machines et des autres espèces. Donc vraiment, ces qualités humaines, pour nous, en tout cas, demeurent au cœur de notre accompagnement. Donc là où la technologie ne peut pas soutenir, là où on est obligé de se substituer, quoi. C'est vrai que les outils aujourd'hui du digital vont beaucoup nous aider parce que ça nous fait gagner du temps sur des évaluations, mais par contre après ça nous permet de prendre plus de temps avec les humains, quoi. Hein. Donc pour finir, on va peut-être demander à Laetitia de nous rejoindre. Alors Laetitia qui fait partie de la Massif et du coup qui est un de nos partenaires sur la commission santé, la CPME 13. Donc en tout cas, voilà, elle va vous livrer un petit témoignage sur son rôle dans la commission. Merci, bonsoir à tous. Merci Aurélia et Stéphanie pour tous ces analyses et ces bons conseils. Effectivement, nous, le groupe Massif, en tant qu'assureur, assureur santé, et surtout préventeur, parce que assurer c'est bien, ça veut dire que malheureusement le risque est arrivé, prévenir c'est mieux. Donc nous faisons beaucoup d'actions de prévention en direction de nos sociétaires, mais pas uniquement, là où nous pouvons intervenir, et notamment grâce au partenariat avec la CPME auprès de professionnels, parce que tout ce qui vous a été expliqué, que ça soit lié ou pas à l'IA en règle générale, la santé, le bien-être, la santé mentale qui devient une grande cause nationale, c'est très important. Et un chef d'entreprise, surtout sur une petite structure, une PME, TPE, qui sont quand même le cœur de cible évidemment de notre action, c'est un petit dirigeant qui flanche, c'est tout un écosystème qui flanche. C'est son entreprise, sa propre famille, ses sous-traitants, ses quelques employés. Donc c'est quand même quelque chose de très percutant. Et pour se recentrer sur la thématique de l'IA, c'est un réel défi. Et comme vous disiez, c'est une opportunité. De toute manière, elle est là. Et il ne s'agit pas du tout de s'y résigner, de prendre ce qu'elle peut apporter. Elle est une aide, j'y reviens particulièrement pour quelqu'un qui travaille tout seul ou sur une petite structure, c'est une aide formidable, mais attention, elle peut avoir aussi évidemment, comme toute nouvelle technologie, son revers, il convient de l'anticiper, il y a des outils pour ça. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez nous faire part d'expérience? Ils sont sages. Très sages. Oui. Merci. Alors moi aussi, je suis coach. Et ma question, c'est par rapport aux personnes qui souffrent des troubles menstruels, enfin sur la santé menstruelle. Par exemple, l'endométriose, comment vous gérez ça si vous avez des cas particuliers? Est-ce que vous avez déjà eu des cas d'endométriose à gérer? Comment vous faites? Moi, j'ai pas eu un cas particulier d'endométriose, mais après, j'ai effectivement des personnes qui peuvent souffrir d'autres maladies qui sont pas celles-là et qui viennent les handicaper dans leur quotidien. Mais du coup, comment j'interviens, c'est au travers de tout ce que je vous ai dit là. Hein. Je vais vraiment travailler sur
elles, sur leur parcours, sur ce que ça implique chez elles, et pour arriver à trouver des solutions concrètes, toujours en alignement avec leurs valeurs, avec leurs ressources, avec leurs besoins. Voilà. Mais j'ai pas de cas particulier. Enfin, j'ai jamais eu de cas particulier. C'est pas trop la clientèle que je peux avoir, quoi. Et juste une autre question. Est-ce que vous le considérez comme étant un RPS ou pas du tout? Tout ce qui est relié à la santé menstruelle. C'est une très bonne question, mais alors là, pour le coup, faut qu'on se renseigne. Enfin, moi, je peux pas vous répondre. Je veux pas vous dire n'importe quoi là. Oui, en fait, c'est une réflexion. Justement, je trouve que ça fait partie des RPS, mais il n'y a personne qui en parle. Ben, aujourd'hui, en tout cas, quand on va parler des RPS, c'est pas du, C'est enfin, ça. ça n'apparaît pas du tout dans la liste des RPS qui sont reconnus. Exactement. Voilà. Ça fait pas du tout partie des RPS qui sont reconnus en tout cas. Hein. Et peut-être nous, en tant que coach, peut-être c'est à nous de faire le nécessaire pour que qu'on les intègre, en tout cas. Après, alors, nous, pour vous répondre, c'est peut-être rien à voir, mais on a suivi une formation dernièrement qui était très axée, donc RPS, mais juridiquement parlant. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'éclairage au niveau juridique sur des articles de loi, etc. Et il y avait une liste bien définie. Et effectivement, ça n'en faisait pas partie. Hein. Donc, je ne sais pas si ça doit pas faire partie. Je ne sais pas. Mais vous avez raison, ça peut être une réflexion, bien oui, sûr. c'est une ouais. réflexion. Parce que c'est quand même quelque chose qui peut porter Handicaper. tort, handicaper, voilà. C'était pas pour pas employer le mot, mais c'est vraiment quelque chose qui peut handicaper en entreprise, ça c'est certain. Hein. Merci. Moi, juste, je peux répondre sur la même manière. C'est comme Stéphanie, on va utiliser nos méthodes aussi pour se dire, j'ai ce problème-là, j'ai cette gêne. Pour l'instant, c'est pas reconnu, on ne peut rien y faire. Comment je le gère pour être mieux, pour vivre mieux avec? Là, par contre, c'est dans ce cadre-là que nous, on va agir. Ok, moi, on va faire de la focalisation, de la visualisation. On va se concentrer sur quelque chose d'autre que ça. Et ou par exemple, par rapport à l'hypnose, moi, c'est vrai que je suis certifiée en hypnose ericksonienne aussi. En fait, le fait d'imaginer quelque chose au moment où on a mal, de se focaliser sur autre chose, en fait, ça décale l'inconscient, la douleur, et on apprend à la gérer, en fait, effectivement. Ok, super, oui. Même si c'est pas reconnu. Même si, pardon. Même si c'est pas reconnu, on va quand même pouvoir travailler comme ça avec la personne. Merci. Donc, moi, nous, on est un peu fatigués. Ah, je suis toujours trop proche de quelque chose, moi. C'est fatigant. Non, c'est à vous. Moi, je voulais juste vous dire une chose, c'est que on a travaillé avec Aurélie, donc en fait, avec Aurélia, il y a quelque temps. On se connaissait pas. Vous nous voyez toutes avec des tabliers bleus, en fait. On est toutes des femmes du BTP, et à un moment donné, en fait, on a eu une cohésion d'équipe, alors qu'aujourd'hui, les 10 femmes que vous voyez là, on se connaissait pas. Et pourtant, on a fait un stand, on va peut-être monter une association, et ça s'appelle ça, en fait. Concorder en fait les gens et rallier les gens, même si on ne se connaît pas, même si on n'est pas du même métier. Et merci pour tout ça. Merci pour votre métier. Et, merci de nous avoir fait voir que c'était possible en fait. Et qu'à plusieurs, on est plus fortes. Voilà.